Bonsoir à tous et bienvenue à ce jeudi du déclic. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager un autre moment de bonheur. Je suis Patrice Bleuet, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne les hommes, les organisations à améliorer leur communication et à renforcer leur dynamique d'équipe. Aide également les entreprises, les personnes à aborder la transformation. Tous les jeudis, nous nous retrouvons ici dans le cadre des jeudis du déclic. Et au cours de ces rencontres hebdomadaires, nous échangeons sur plusieurs sujets, sur le développement personnel, le leadership, la communication et également les aspects liés à la transformation personnelle. Et aujourd'hui, nous avons une personne d'exception que j'aurai beaucoup de bonheur à présenter, qui est là déjà parmi nous. Permettez-moi d'introduire cet excellent coach, cet excellent expert. Il se nomme Daniel Kwaku. Alors, question. Comment communiquer dans votre processus de vente pour atteindre de meilleurs résultats? Comment réussir votre communication avec vos clients, qu'ils soient potentiels ou acquis, afin d'exploiter favorablement votre temps? Pour répondre à ces questions et d'autres questions qui vont également venir au cours de cette rencontre. Donc, pour répondre à ces questions-là, ce soir, on a Daniel Kwaku, donc autour du thème « Mieux communiquer pour mieux vendre ». Alors, je vous présente Daniel. Daniel est docteur en pharmacie de formation. Après avoir exercé plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique, et par répondre à sa mission de vie, celle d'aider les individus et les organisations à exploiter leur plein potentiel. Il rejoint la prestigieuse John Maxwell Team, d'où il ressort certifié comme coach et formateur professionnel. Sa soif d'apporter le meilleur va conduire notre intervenant de ce soir, donc Daniel, à gravir les échelons pour intégrer la très sélective faculté des enseignants, devenant ainsi le plus jeune Africain membre de la faculté John Maxwell Team pour la francophonie mondiale. Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, je vous demande de recevoir avec moi Daniel autour du thème « Mieux communiquer pour mieux vendre ». Bonsoir Daniel. Bonsoir Patrice. Comment vas-tu? Je vais super bien. Et toi? Je suis très heureux d'être avec toi ce soir pour partager cet autre jeudi du déclic. Est-ce que je t'ai bien présenté? Oui, c'est ça. Il n'y a rien à rajouter. C'est bon. Alors, moi j'ai le sentiment que je t'entends un peu faiblement. Tu vas certainement augmenter le micro. J'espère que c'est mieux comme ça. C'est mieux, d'accord, ok. Je ne sais pas, peut-être que c'est chez moi seulement, mais bon, je t'entends peut-être faiblement. Je pense qu'on t'entendra mieux. Attendez, je vais peut-être augmenter là. C'est bon, c'est parfait. Alors, Daniel, tu es pharmacien de formation, tu es docteur en pharmacie. Tu deviens aujourd'hui coach professionnel. Tu t'es formé à la John Maxwell Team. On connaît le John Maxwell Team, hein, mais je vais te laisser quand même répondre à deux questions d'abord avant de commencer. Pourquoi tu as décidé de faire du coaching? Je l'ai dit un peu dans ta présentation, mais je veux que tu ailles dans le détail. Et puis, c'est quoi la John Maxwell Team? OK. Merci beaucoup, Patrice. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire le switch entre ma profession de base, qui est le médicament, et pour rejoindre, le coaching? En fait, j'ai pensé ou j'ai vu que autour de moi, il y avait beaucoup de personnes qui souffraient, d'une chose en particulier, c'était le manque de confiance en elles-mêmes, et qui faisait qu'elles n'exploitaient pas au mieux ce qu'elles avaient autour d'elles. Donc, l'impression que j'ai toujours eue, c'est qu'en Afrique, on marche sur des mines d'or, mais on est les plus pauvres, en fait. On est les plus, à la limite, on est les derniers sur beaucoup de plans. Donc, après avoir, réussi quelques projets quand même dans l'industrie pharmaceutique, le projet qui m'a le plus, marqué, c'est le projet qui a conduit à rendre gratuit le traitement pour le cancer du sein en Côte d'Ivoire, donc il y a quelques années. Vous avez sûrement entendu parler.
Donc, après ça, je me suis dit qu'il fallait continuer, je vais dire, d'apporter de la valeur. Et pour moi, une meilleure façon de le faire, c'était d'aider les individus d'abord et les organisations ensuite à exploiter au mieux leur potentiel. Et je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c'était d'apprendre et apprendre auprès des meilleurs. C'est comme ça que je rejoins en fait la John Maxwell Team. Donc, ça me permet de faire la transition pour parler du John Maxwell Team. Donc, la John Maxwell Team, c'est quoi? C'est la plus grande communauté de formateurs de coachs certifiés au monde entier, avec aujourd'hui plus de 37 000 membres, ayant pour leader principal John Maxwell lui-même, qui est le numéro 1 en leadership au monde entier. Donc, c'est avec lui que j'ai fait mes classes et avec lui, j'ai gravi les échelons petit à petit. Ça se faisait qu'en anglais au départ. Et après, ça a été ouvert en fait sur la francophonie. C'est comme ça qu'ils ont lancé les recrutements. Et je ne dis pas la grâce de Dieu parce que je suis croyant et je tiens à ça. Ma foi, c'est important. Voilà, par la grâce de Dieu, je me retrouve voilà, dans cette très sélective je vais dire, faculté de formateur. Et c'est ce qui me conduit là aujourd'hui et je fais ce que je suis en train de faire. Ouais. Alors quel est le lien entre la communication et la vente? Je ne veux pas dévoiler, je ne veux pas lever le voile, on verra ça tout de suite. Alors, donc Daniel, je vais te laisser intervenir. Tu as environ 15 minutes pour développer ce sujet, 15 minutes maximum. Puis ensuite, on aura le temps d'échanger. On a plusieurs personnes qui sont connectées en ce moment qui nous suivent. Donc, je te laisse intervenir. Je vais m'éclipser et je te laisse toute la place. À tout de suite. Ok, super. Merci beaucoup, Patrice. J'espère que tout le monde voit mon écran, juste pour m'assurer. Oui, parfait. Ok, super. Donc, nous allons parler ce soir de communication et de vente. Et je sais, j'ai mis ce point d'interrogation parce que je savais, comme Patrice me demande, mais c'est quoi le lien entre communication et vente? Beaucoup de personnes vont se demander, mais on est dans le mois où on parle de communication, pourquoi venir parler de vente ici et tout? Bon, laissez-moi simplement regarder avec vous certains aspects. Prenons par exemple le cas d'un employé. Donc, vous êtes peut-être un employé, vous êtes en entreprise, vous désirez une promotion, nous voulons tous la progression, nous voulons tous aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe? On voit à nos supérieurs hiérarchiques nos compétences, notre savoir-faire, notre savoir-être, pour démontrer ou pour montrer, je vais dire, à notre supérieur que nous avons ce qu'il faut pour pouvoir occuper le poste. Et c'est ça. Donc, l'employé est un vendeur. En tant que leader, chef d'entreprise ou même responsable d'organisation, qu'est-ce qu'on veut? On veut voilà, une réelle motivation au sein de nos équipes, on veut une bonne dynamique, on veut des employés ou des membres, des collaborateurs qui se déploient et qui vont au-delà de ce qu'on leur demande. Et qu'est-ce qu'on leur vend? On leur vend une vision, on leur vend, je veux dire, une image de ce que pourrait être le futur si chacun d'entre nous fait sa part. Et donc, le chef d'entreprise, le leader, le responsable d'organisation est un vendeur. Prenons le cas des personnalités politiques. On voit une personnalité politique qui veut, par exemple, occuper des fonctions à la suite d'une élection. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend un projet de société. Il dit à tout le monde, venez vers moi, venez vers moi. Si vous acceptez de me donner votre confiance, voilà ce que je vous promets. Donc, je vends un projet de société. Prenons le cas maintenant d'un guide spirituel. Voilà, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, hein, pasteur, prêtre, imam, moine, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et vous voyez, ces guides spirituels, en réalité ou en vérité, veulent plus d'engagement dans leur communauté. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vendre? Ils vont vendre des principes, ils vont vendre des pratiques, ils vont vendre un idéal de vie. Ne faites pas ci, faites ça, comportez-vous comme ça, ne vous comportez pas comme ça. Donc, le guide spirituel, au final, est un vendeur. Vous prenez un homme ou une femme voilà, qui veut se marier, qui veut être en couple, qui recherche un conjoint. Qu'est-ce qu'il va vendre? Il va vendre ses atouts physiques, ses atouts émotionnels. On est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il va vendre ses atouts financiers également. Et voilà, il va vendre ses atouts professionnels. Voici pourquoi tu devrais me choisir et pas un autre ou pas une autre. Et donc, toute personne qui veut se mettre en relation dans un couple est potentiellement un vendeur. Prenons le cas de quelqu'un qui est marié, qui est en couple, qui a des enfants et qui veut donner à ses enfants une éducation spécifique. Je veux que mes enfants se comportent de cette façon. Je veux que mes enfants se tiennent de cette manière. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Ils vont vendre une vision de vie ou ils vont vendre une philosophie de vie. Donc, par exemple, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ci, il faut être travailleur dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça. Et qu'est-ce qui se passe si l'enfant achète le projet du parent? L'enfant devient ou suit la voie que le parent veut, mais si l'enfant n'achète pas, il devient en fait le contraire ou autre chose. Donc, vous vous rendez compte que même avec nos enfants, nous sommes des vendeurs. Et enfin, je prends le cas de nous, coachs, conférenciers, formateurs, même si
même si ce terme devient péjoratif, je tiens à faire une petite parenthèse. Si on dit qu'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des bons. Donc, si vous cherchez ce qui est bon, vous finirez toujours par trouver. Je referme la parenthèse. Donc, en tant que coach ou même conférencier professionnel qui désire aider son entourage, qui désire voir son entourage se développer, qu'est-ce qu'on fait? On vend des solutions d'accompagnement. Donc, on dit, voilà, j'ai telle formule, j'ai telle formule. Ça peut être une formule individuelle, ça peut être une formule en fait pour entreprise. Donc, quand on regarde tout ça, on conclut une seule chose, nous sommes tous des vendeurs, que nous en soyons conscients ou pas. Donc, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas vendeur, mais je viens de vous démontrer en quelques minutes que vous vendez tous les jours. Alors, on peut se dire, mais c'est quoi le lien entre la vente et la communication? Et vous avez bien vu que si nous vendons tous les jours, nous utilisons quelque chose qu'on appelle la voix ou un support de communication. Dans tous les cas, ce qui fait qu'il y a échange d'informations et qui produit en fin de compte une transaction, ça passe par la communication. Et donc, pour parler de vente et de communication, j'ai fait ce petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Quand vous prenez un processus de vente en général, vous allez partir de la proposition de valeur jusqu'à l'exécution de la vente en elle-même. Et donc, dans la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'identification des besoins. Donc, on va voir chez notre cible de quoi notre cible a besoin. Nous allons définir la cible. Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les vieux? Est-ce que ce sont des gens qui sont travailleurs? Est-ce que ce sont des gens qui gagnent, je vais dire, plus d'1 million par mois? On définira les critères de notre cible. Ensuite, nous allons valider notre message. Quel est le message qu'on veut communiquer à cette cible-là? Une fois que le message et la cible sont bien définis, on va donc sélectionner les canaux. Je ne vais pas, je vais dire, m'attarder en fait sur ces différents points parce que ça rentre dans tout ton cursus et beaucoup de personnes, en fait, si vous voulez, on peut approfondir. Donc, on choisira, est-ce que je communique sur les réseaux sociaux? Est-ce que je communique, par exemple, sur du B2B? Est-ce que ce sont des coups de fil? Est-ce que ce sont des emails? Chacun choisira ses canaux en fonction de l'objectif qu'il veut atteindre. Et après, on déroule la communication avec tout ce qui est promotion et publicité. Ensuite, on rentre maintenant dans l'exécution de la vente. Et là, on va passer à la prospection et la segmentation. Prospection et segmentation pour pouvoir identifier les prospects qu'on va qualifier. Ensuite, on passera à la négociation, on va conclure la vente et enfin, on terminera avec le suivi et la fidélisation. Pour répondre donc à ta question, Patrice, quel est le rapport entre la vente et la communication? Je dirais que tout est communication en vente. Parce que quand on regarde toutes les étapes qui sont là présentées, je veux dire, sur cette slide, que ce soit au niveau de l'identification des besoins, on sera obligé de faire des enquêtes et ça passe par de la communication. C'est ce qui va nous permettre de définir notre cible. Le message qui sera validé sera un message de communication. Les canaux, c'est toujours de la communication. Et quand on fait la promotion de la publicité, c'est de la communication. Quand on arrive dans l'exécution de la vente, prospection et segmentation, c'est encore de la communication parce qu'on va discuter avec chaque prospect et on va le qualifier pour voir est-ce que ce prospect rentre dans ma grille ou ne rentre pas dans ma grille. Quand on parle de négociation, c'est la communication. Quand on parle de conclure la vente, pour dire que je suis d'accord, j'achète, c'est encore de la communication. Si on parle de suivi et de fidélisation, c'est encore de la communication parce que c'est derrière le vendeur qui s'assure que ses produits ou son produit sert bien la cause ou le besoin de celui qui l'a acheté. Donc, je réponds simplement encore à cette question. Tout est communication dans la vente. Et beaucoup de personnes probablement échouent je veux dire, dans la vente, échouent dans leur processus de développement de leur business parce qu'ils négligent tout simplement la communication. Ils se disent que bof, c'est quelque chose de pas très important, je fais ce que je peux, je me concentre pour juste produire un produit de qualité et ça suffit. Non, combien de produits de qualité ne se vendent pas? Tout est communication en vente. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup je veux dire, de temps devant moi, donc j'ai voulu simplement faire une petite étude de cas pratique. Et donc, on va étudier, on ne pourra pas tout étudier, en fait, tous les différents points. On va juste prendre le cas de la prospection et voir comment est-ce que la communication peut nous aider à améliorer considérablement notre prospection. Il faut avoir un préalable. Que ce soit Patrice Plewey, que ce soit Daniel, que ce soit Bill Gates, que ce soit l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, nous avons tous 24 heures par jour. Nous ne pouvons donc pas perdre notre temps à utiliser, je veux dire, à mal utiliser le temps que nous avons. Chaque fois que nous perdons du temps et que nous nous dispersons,
nous dispersons nos énergies là où il ne faut pas, ce qui se passe, c'est que nous perdons en même temps des ressources. Voilà pourquoi les anglophones aiment bien dire en fait time is money. Moi, je dis time is more than money or time is more precious than money. Pourquoi? Le temps est plus précieux que l'argent parce que l'argent, l'argent, vous pouvez stocker, mais le temps, vous ne pouvez pas. Donc, vous devez utiliser au mieux les 24 heures que vous avez. Quand on prend le cas de la prospection, c'est simplement le processus qui va consister pour une entreprise à rechercher de nouveaux clients. Donc, je suppose que j'ai des nouveaux produits ou j'ai des nouveaux services que je veux mettre sur le marché. Je prends le temps donc de mettre en place un système de prospection. Il faut prendre en compte deux principes fondamentaux. Si vous perdez de vue ces deux principes, vous allez mal prospecter, vous allez perdre votre temps et vous allez perdre en même temps des ressources et de l'argent, de façon dramatique. Le premier principe ici, dans la prospection, c'est qu'il ne faut jamais essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou qui n'en veut pas. C'est une quête vaine et complète de temps. Première chose, n'essayez jamais de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Retenez ça. Si vous n'avez rien retenu, retenez ça. La deuxième chose, c'est que la prospection va nous permettre de faire le tri le plus rapidement et le plus efficacement possible entre les prospects afin de mieux identifier ceux qui sont intéressés ou ceux qui ne le sont pas. Donc, de primo, je n'essaie jamais de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, toute personne qui n'a pas besoin de mon produit, de mon service, n'est pas mon client. Je le laisse partir. Ça me fait gagner du temps. Deuxième chose, j'ai comme un tamis à travers lequel je vais passer en fait mes différents prospects pour savoir lesquels sont les bons et le reste, je passe à autre chose. Et je me concentre uniquement sur ceux qui ont besoin de mon client et de mon produit ou de mon service et j'avance avec eux. Donc, il faut comprendre qu'il y a 4 types d'acheteurs. Et ça, il faut bien le retenir. Pour ceux qui sont passionnés de vente, c'est des choses qu'on pourra développer après. Les 4 types d'acheteurs, le premier type, ce sont les acheteurs chauds. Ils représentent entre 10 et 20% en fait de tous ceux qui vont rentrer dans votre tunnel de vente. Ces acheteurs chauds sont des personnes qui en ont besoin, mais à la différence des autres, sont conscients de leurs besoins et sont conscients qu'ils doivent faire le pas et chercher une solution. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez des produits que vous vendez et vous n'avez aucune résistance. On ne vous pose pas de questions. Et en général, vous allez vous rendre compte que ce genre d'acheteur va lui-même à la recherche d'une solution. Donc, votre produit ou votre service vient et répond à un besoin qui est réel avec un acheteur qui est conscient et vous concluez la vente assez vite. Bon, heureusement ou malheureusement, il ne représente que 10 à 20% de tous ceux qui vont rentrer dans votre tunnel de vente. Ensuite, vous avez les acheteurs en puissance. Ceux-là ont des besoins qui sont clairs, mais ne sont pas en train de rechercher de façon active une solution. Donc, ils ont l'impression d'être en position de force quand ils vont discuter avec vous. Et ceux-là ne vont pas à l'action qu'en prenant le temps d'aller au fond, de faire le tour en fait, de toutes les questions et enfin de choisir là où aller. Voici les 2 catégories uniquement sur lesquelles vous devez travailler. Les 2 autres catégories, ce sont les imposteurs. Les imposteurs se comportent comme des acheteurs, je dis, des acheteurs chauds. Donc, ce sont des gens que vous allez approcher qui vont bien répondre dans un premier temps, mais avec les imposteurs, ils ont déjà décidé de ne pas acheter. Donc, ils vont vous faire perdre un temps fou pour au final ne rien acheter. Ce sont les plus dangereux en matière de vente. Et cela peut vous faire douter de la qualité de vos produits, de vos services. Ensuite, et enfin, nous avons les acheteurs par erreur qui, eux, ne représentent que 10%. Donc, ceux-là se sont retrouvés tout simplement par erreur. Donc, la prospection ici va simplement vous emmener à faire la différence ou la distinction entre ces 4 catégories. Vous devez vous concentrer uniquement, en fait, ceux qui vont passer par les mailles du filet de la prospection, ce sont les acheteurs chauds et les acheteurs en puissance. Alors, comment est-ce que la communication peut nous aider à réussir ça? Voilà, ça semble très business, mais je vais vous dire qu'il ne faut que de la communication pour réussir à faire ce tri. Vous devez donc vous poser des questions. Quelles sont les informations que vous devez rechercher quand vous avez une discussion avec un potentiel prospect? C'est 7 points. 7 points. Le premier point, ce sont les besoins. Quels sont les besoins de votre prospect? Quels sont les besoins de votre prospect? Et donc, vous devez explorer à travers une batterie de questions ces besoins. Ensuite, le deuxième point, ce sont les croyances fondamentales. Et quand je parle de croyances fondamentales, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont vous dire que moi, je préfère le contact, les négociations au téléphone, ce n'est pas mon truc. Ah, moi, je préfère prendre le temps de faire le tour parce que je ne veux pas m'engager dans quelque chose
vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui aime la prudence. Vous allez voir d'autres personnes pour qui la sécurité, c'est important. Donc, est-ce que le produit ou le service que vous lui proposez offre suffisamment de sécurité? Donc, vous devez, à travers une batterie de questions, déterminer ou détecter cela. Le troisième point, ce sont les expériences passées avec des produits et des services similaires. Vous devez toujours voir, est-ce que votre client a eu une expérience précédente avec le type de service ou le type de produit que vous vendez? Et si oui, quelles ont été les conclusions? Satisfaisantes, pas satisfaisantes? Pourquoi? Cela vous permettra de voir est-ce que votre offre est adaptée ou pas. Ensuite, les valeurs de votre client. Vous savez, il y a des gens qui sont plutôt dans le gain rapide. Donc, dès que j'achète votre produit, quels sont les bénéfices qui vont avec? Est-ce que ça va me permettre de gagner du temps? Est-ce que ça va me permettre de gagner en énergie? Est-ce que ça va me permettre de gagner en flexibilité? Lui, il regardera toujours les bénéfices. Il y a d'autres pour qui c'est l'altruisme. Donc, c'est est-ce que le service ou le produit que je prends me permet de pouvoir aider le maximum de personnes autour de moi? Il y a d'autres qui vont vous dire, il y a d'autres pour qui c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est est-ce que le produit ou le service que je prends me permet de pouvoir être au contrôle? Voilà, donc j'achète, par exemple, je prends le iPhone 12. Quand j'ai un iPhone 12, par exemple, je sens que je fais partie d'une catégorie de personnes. J'ai le pouvoir, en fait, je le domine. Et il y a les standards financiers. Les standards financiers, c'est quoi? C'est le niveau de dépenses courantes. Voilà, en fait, à la limite, on va dire classe sociale. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de dépenser, je vais dire, voilà, beaucoup d'argent pour ce genre de produit, ou c'est quelqu'un qui plutôt fait attention, je vais dire, à son argent, à ses sorties d'argent et tout ça? Vous devez clarifier cela. Et l'un des points les plus importants, pour moi, les deux derniers points sont très importants. Les points de frustration, les points de douleur. Personne n'achète s'il n'a de frustration. Personne n'achète s'il n'a mal. Donc, si vous n'arrivez pas à clarifier les points de douleur, les points de frustration de votre prospect, vous ne pourrez jamais avoir de levier pour pouvoir donner du bonus ou donner de la contenance à votre produit ou à votre service. Parce que votre produit, votre service, en réalité, vient pour corriger ce point de frustration ou ce point de douleur. Et si vous ne connaissez pas ce point de douleur, de frustration, vous êtes mal barré. Et enfin, la position financière, c'est quoi? C'est la capacité financière et le budget. Si vous pouvez poser des questions pour en savoir un peu plus sur une idée de ce que veut engager votre prospect dans ce genre de projet, alors vous êtes bien parti. Donc, vous vous rendez compte que toutes ces informations que nous sommes en train de collecter ou nous essayons de collecter auprès de nos prospects nous permettent de faire une chose, nous permettent de faire le tri et de ne garder que les acheteurs chauds et les acheteurs en puissance. Il nous permet d'éliminer les imposteurs et nous permet d'éliminer les acheteurs par erreur. Et ça, c'est que de la communication. Pourquoi? Parce que ce sont des questions. Et mon mentor, John Maxwell, a écrit un excellent livre sur la capacité à poser des questions. Good leaders ask great questions. Les bons leaders posent de bonnes questions. Et c'est ça. C'est votre capacité à utiliser les techniques de communication, la capacité à poser de bonnes questions qui vous permettra de réussir la phase de la prospection. Donc, j'ai simplement voulu prendre cette étude de cas pratique sur la prospection pour vous montrer comment la communication peut nous permettre de faire la différence et d'aller là où il faut aller pour faire les ventes qui vont avec. Je vois tellement de personnes qui sont frustrées, qui disent que mon produit ne marche pas, mon service ne marche pas. En réalité, ces personnes ont juste un problème de communication, n'arrivent pas à faire le tri, n'arrivent pas à passer les différentes étapes du processus de vente, tout simplement ont une mauvaise communication. Alors, ça me permet de terminer avec ceci. Je veux vous dire que choisir d'investir dans l'amélioration de sa communication interpersonnelle, c'est se donner une chance inestimable de développer son business. Donc, choisir d'investir dans l'amélioration de sa communication interpersonnelle, c'est se donner une chance inestimable de développer son business. Et vous avez des experts en la matière, dont Patrice Blewey, qui en ce moment même nous donne la possibilité de partager sur cette belle plateforme les jeudis du déclic. Et donc, c'est sur cette note que je veux vous dire merci pour votre attention. Merci Daniel, merci beaucoup pour ce beau développement très riche. Nous avons beaucoup appris. Excellent, 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 excellent. On va faire un boum yaka yaka dans le groupe, dans la discussion. Nous, on fait boum yaka yaka, on répond yaka yaka boum. Alors, on va faire ensemble. Alors, je vais dire boum yaka yaka, tu vas répondre yaka yaka boum. OK? On y va. Daniel, boum yaka yaka. Yaka yaka boum. OK. Super.
Allez, donc, dans les commentaires, dans les discussions, on a des Yaka Boom pour toi, pour te dire merci pour ce que tu viens de développer. Mais on a encore du temps avec toi. Hein. On a encore du temps. Merci à Batier, merci à Flore. Voilà, tu vois, dans les commentaires, beaucoup de Yaka Boom pour toi. Ils sont chaleureux, ils sont excellents. On a du monde, un beau monde ce soir, comme tous les jeudis. J'ai quelques questions à poser. Les amis, les géants, vous pouvez également poser des questions à Daniel. Vous pouvez les mettre dans le commentaire ou alors on pourra vous donner la parole pour poser des questions. Moi, j'ai quelques questions à poser à Daniel. 3 questions. La première question, Daniel, tu as dit qu'on ne cherche pas à vendre un produit à celui qui n'en a pas besoin. Yeah. Mais des gens du marketing disent que dans la notion de marketing, il faut créer le besoin chez les clients. Et puis ensuite répondre à ces besoins. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction ou une complémentarité à ces deux notions? C'est de la pure complémentarité. C'est de la pure complémentarité dans la mesure où le marketing crée le besoin. Donc, une fois que le besoin est créé, le vendeur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient répondre à un besoin. Donc, j'ai dit que c'est du linéaire. Le marketing ouvre la voie pour créer le besoin, je vais dire, dans l'esprit de l'acheteur. Et ensuite, le vendeur vient vendre. Et je sais que je vais te raconter une anecdote. La brosse à dents. La brosse à dents, c'est l'un des plus gros coups, je veux dire, réussis dans le monde du business. On n'en avait pas besoin. Jusqu'à ce que quelqu'un se dise une fois, bon, on fait ce produit-là, et puis paf, c'est parti. C'est parti parce que, bon, je suis pharmacien à la base, hein, on n'a pas besoin d'autant de fluor ou d'autant de tout ce que vous savez pour, voilà. Mais par contre, il y a un bénéfice. Avoir ça, c'est un bénéfice. Voilà, c'est comme un produit de luxe, je vais dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, tu ne trouveras personne qui sortira de chez lui en fait, sans voilà, se brosser. Ça veut dire que j'achète chaque 3 mois, chaque 4 mois une brosse à dents, j'achète le dentifrice qui va avec et ça fait un business en fait qui est généré. Donc, tant que le marketing n'avait pas créé ce besoin-là, ding, 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 dans la tête des gens pour dire, écoutez, il y a un besoin ici, il y a un besoin ici, personne ne se serait tourné vers ce produit. Donc, oui, on crée le besoin et après, on crée, je vais dire, le produit qui vient combler en fait la demande. Alors, tu parles de brosse à dents et de pâte dentifrice. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? On ne doit pas se brosser les dents, il y a quelque chose d'autre dont on a besoin? On en a, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que tu prends par exemple, plusieurs années plus tôt, ou bien tu prends par exemple nos parents au village. Tu sais qu'on a ce qu'il faut dans la nature ou dans les plantes ou dans ce qu'on a dans notre environnement pour prendre soin de nos dents. Tu vois, sans forcément passer par le système fluoré en fait qu'on nous présente aujourd'hui et tout ça. Et j'assume ce que je dis, hein, je suis docteur en pharmacie, j'assume ce que je dis. On n'avait pas besoin en fait de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait chic, ça fait bien aujourd'hui de pouvoir avoir du dentifrice, d'avoir une haleine qui sent bien et tout ce qui va avec. Mais pour la protection de nos dents, on n'en avait pas besoin en fait. Ok. D'accord, super. Ben, merci beaucoup. Alors, pour ce détail. Donc, on n'a pas besoin, les amis, écoutez bien. Deuxième question, tu as dit qu'il faut faire le tri. Alors, comment faire le tri? Tu as dit qu'il faut faire, mais comment est-ce qu'on fait? Quel outil utiliser pour faire le tri? Ce sont des questions. Ce sont des questions. En fait, à chaque étape, comme les 7 points en fait, que j'ai mentionnés, les 7 éléments, les 7 niveaux d'information qu'on doit collecter au niveau du prospect, ce sont les besoins, les questions qui vont nous permettre d'identifier les besoins, les croyances fondamentales, les expériences passées, les valeurs, les standards financiers, les points de frustration et puis la position financière. Donc, en fait, c'est ça. Je communique, je parle avec toi, Patrice, par exemple, tu me sollicites, ah, Daniel, franchement, je veux que tu m'aides en fait sur un truc. Quand je viens, les premières choses que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions. C'est exactement ça. Patrice, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin d'un accompagnement? Ah, voilà, je me rends compte qu'on est en baisse de productivité, on est en baisse de ceci, mais qu'est-ce qui justifie ça? Alors, franchement, les ventes, ça ne suit pas en ce moment, alors qu'on s'attendait à une croissance et compagnie et tout. Donc, tu vois, je vais venir avec une batterie de questions et je vais rester là peut-être en 15-20 minutes à faire ça. Et quand je sortirai de là, après les 15-20 minutes, je saurai si tu fais partie des 2 premières catégories, c'est-à-dire soit acheteur chaud ou acheteur en puissance, ou si carrément tu fais partie en fait des imposteurs. Et il y a des stratégies également pour découvrir en fait les imposteurs.
là, tu es en train de me spolier, mais je vais te donner quelques-unes quand même pour l'équipe en fait qui est là. Vous allez, par exemple, vous parler à des gens qui sont très confiants et tout. Quand vous donnez un argument, vous voyez que les personnes argumentent encore en plus. Tu as déjà fait face à ce genre de personnes. Ouais, mais truc, quand tu dis une chose, ils complètent, beaucoup de ho, beaucoup de ha. Mais au final, quand tu parles, par exemple, de budget, tout ça, beaucoup d'assurance, il ne dit jamais rien de clair et tout. Quand vous tombez sur ce genre de personnes, moi, je vous dis ce qu'il y a à faire. Il faut clôturer, il faut trouver la façon diplomatique de clôturer la discussion et puis passer à autre chose. Parce que ces gens-là représentent 30 à 40% des personnes qui vont rentrer dans votre tunnel de vente. Si vous perdez votre temps là, vous perdez en fait de l'argent. Alors que ce temps-là, vous auriez pu le consacrer à des prospects beaucoup plus qualifiés. Donc, c'est ça, en fait, faire le tri. C'est ça, faire le tri. C'est juste du questionnement efficace. Et c'est là où je dis que la communication prend tout son sens. Alors, d'accord, merci beaucoup. Ma dernière question, avant de passer aux questions des participants, donc il y a des questions qui viennent déjà en commentaire dans la discussion. Ma question est celle-ci. Tu as parlé de points de frustration. C'est quoi concrètement le point de frustration? Est-ce que c'est un point de, je veux dire, est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une émotion? Quand je dis événement, est-ce que c'est un événement qui vient de se produire? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une raison d'insatisfaction? Ça se traduit par quoi concrètement le point de frustration? OK. Le point de frustration, si on doit le définir, c'est tout ce qui pousse un acheteur à chercher une solution. C'est ça. Donc, tu es à la maison, par exemple, tu as une porte qui grince et ça fait 2-3 jours, chaque fois que tu passes cette porte, ça te tape sur les nerfs. Tu dis, il faut que je trouve un menuisier pour qu'il vienne me réparer cette porte. Quel est ce point de frustration? Quel est ton point de frustration? C'est le grincement en fait de la porte. Ça te dérange, ça te gêne. Je prends une autre situation, par exemple, en entreprise. On vient de recruter une personne qui, normalement, devait rentrer dans le poste en 3 mois ou en 6 mois. Après 3 ou 6 mois, on se rend compte que la personne a encore beaucoup de lacunes, beaucoup de choses à corriger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va solliciter probablement l'aide d'un accompagnateur professionnel pour essayer de mettre la personne à niveau. C'est quoi le point de frustration? C'est le manque de résultats dans ce cas-là. Parce qu'à 6 mois, on s'attendait à voir la personne avoir un certain type de résultat que la personne n'est pas en train d'avoir. Et c'est ce qui déclenche en fait le processus de recherche de l'accompagnateur professionnel. Donc, toute situation, je vais dire, qui suscite le désir d'achat, en fait, c'est ça le point de douleur. Et il faut comprendre aussi, une autre chose qu'il faut prendre en compte, il faut comprendre que le point de douleur, en général, va tirer sa source dans l'émotionnel. Sa source dans l'émotionnel. Parce que c'est quelque chose qui nous fait bouger. Bon, ça va être un peu technique, mais j'espère que les gens vont comprendre. Tu sais, dans notre cerveau, on a 2 grandes parties. On a la partie périphérique et la partie centrale. La partie périphérique, c'est ce qu'on appelle le néocortex. C'est ce qui nous permet en fait de toucher à tout ce qui est logique. Donc, je t'explique quelque chose, tu comprends, tu me donnes des données, je comprends, c'est ça. Et la partie centrale, qui est la zone limbique, en fait, c'est ça la partie émotionnelle. Et donc, par exemple, quelqu'un marche dans la rue, il voit une femme qui est assise avec un enfant, on ne lui demande rien, il met sa main dans sa poche, il donne de l'argent. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un message, il y a une communication qui vient de toucher en fait son centre émotionnel et qui vient de le pousser à l'action. Et donc, tous les points de douleur en fait sont des choses qui nous touchent dans notre émotionnel, dans notre fond intérieur. Ah, je voulais avoir des résultats, je ne suis pas en train d'avoir des résultats. Ah, je veux que cette porte arrête de trucs parce que les bruits là, ça me fatigue, ça m'empêche en fait de me concentrer. Ah, franchement, les ventes, waouh, ça ne suffit pas en ce moment-là. J'ai vraiment besoin que Patrice vienne motiver en fait mes équipes parce que mes gars là sont un peu à la traîne. Les ventes, ça ne suffit pas et ça me met mal parce que je ne suis pas en train d'avancer vers l'atteinte de mes objectifs. Donc, il y a une forte constante émotionnelle dans les points de douleur et les points de frustration. OK. Merci Daniel. Merci pour ces 3 réponses que tu viens de donner. Alors, avant de donner la parole aux participants de ce soir, je veux juste préciser que nous avons une formation, que nous organisons régulièrement des formations. Nous avons une formation en cours en ce moment qui est la formation orateur professionnel, programme au cours duquel nous exerçons la prise de parole en public et la plupart des participants ce soir participent à ce programme. C'est un programme exceptionnel. Et on a des participants qui rendent témoignage jour après jour de comment est-ce que chacun est transformé selon ses objectifs. Et nous avons très prochainement une formation, ce sera pour le 5 décembre, une formation sur le leadership. Tu es spécialiste de leadership, hein? Daniel. Nous avons une formation sur le leadership, c'est pour le 5 décembre.
une formation que nous voulons offrir à tous ceux qui veulent développer leur leadership. C'est une formation qui a pour thème développer et exercer pleinement votre leadership pour obtenir des résultats exceptionnels. Donc, la formation est pour le 5 décembre de 9h à midi. La formation est à 75 000 francs, mais on fait une offre spéciale à 25 000 francs. Et si vous avez déjà participé à l'une de nos formations, ou si vous participez au programme actuel, vous avez une offre spéciale à 20 000 francs, spécialement pour vous. Cette formation est à 75 000 francs. Donc, si vous souhaitez participer à cette formation, au cours de laquelle on aura des tests de personnalité, de style de leadership, signalés dans le groupe maintenant, dans la discussion, on pourra vous entrer en contact avec vous, justement, pour vous permettre de participer à cette formation. Alors, Daniel, je vais maintenant passer aux questions, des membres et des participants. La première question est celle-ci. Je vais la lire rapidement. La question de Chawa. Comment communiquer pour mieux se vendre en entreprise? Pas mieux vendre, mais mieux se vendre en entreprise. Yeah. OK, merci Chawa. Moi, je vais te répondre en disant une seule chose. Deviens force de proposition. Deviens une force de proposition. Je vois beaucoup de personnes en entreprise qui attendent en fait que les choses se fassent. Mais je dis toujours, pour presque toutes les formations qu'on fait dans les boîtes, que ce soit dans les boîtes comme Société Générale et tous ces grands groupes où j'ai la grâce ou la chance de travailler, que ce qui fait qu'on donne la promotion ou ce qui fait qu'on donne de l'avancement en fait à une personne, c'est sa capacité à gérer beaucoup plus en fait que ce qu'on lui donne actuellement et sa capacité à avoir un très bon relationnel avec les autres. Donc, si tu deviens force de proposition, c'est bien Chawa, c'est ça. Si tu deviens force de proposition, il n'y a pas de raison en fait que tu ne sois pas en train de prendre le poste en fait qui va avec. Et un autre secret en fait qui marche très bien, c'est que aujourd'hui, par exemple, vous êtes contributeur individuel, vous voulez passer manager. Vous pouvez faire un inventaire de compétences. Un inventaire de compétences et voir en fait c'est quoi le gap entre ce qui vous manque aujourd'hui, vous, pour avoir tout ce qu'il vous faut en fait pour être, je veux dire, le manager que vous voulez être. Et de commencer à travailler dessus. Et quand vous travaillez sur ces compétences, il faut communiquer. Il faut communiquer, il faut dire à son patron ce que vous faites de votre temps, les formations que vous êtes en train de prendre en ce moment. Par exemple, si vous êtes dans la vente et que demain, vous avez une discussion avec votre manager, mais dites-lui que hier, j'étais avec Patrice Bleway qui a fait venir Daniel. Ouais, on a parlé de vente et tout, ça m'a permis d'avoir des éclairages et tout. Et je pense qu'on pourrait revoir notre façon de prospecter en faisant ci, en faisant ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de montrer à votre supérieur ou à la personne qui vous évalue que vous êtes dans un processus de croissance, d'amélioration. Ce qui va faire que quand le poste sera disponible, la personne à qui on pensera tout de suite, ce sera vous. Et j'ai eu la grâce, je veux dire, de travailler avec les anglophones et je travaille encore avec les francophones. Je vous dis une grosse différence entre nos deux façons de faire, c'est que l'anglophone communique sur tout ce qu'il fait. Donc, un anglophone, par exemple, voilà, Patrice a été en entreprise. Hein. Vous êtes par exemple, disons, à Move, à MTN ou à Orange, et il y avait des filiales, par exemple, dans les pays, je veux dire, anglophones. Vous allez vous rendre compte que chaque petite activité qu'ils vont faire, ils vont faire des photos, ils vont faire des posts, ils vont faire des publications, ils vont faire des emails, ils vont montrer à toute la boîte qu'ils sont en train de travailler. Par contre, nous, les francophones, non, on joue la carte de la modestie. Ouais, ce n'est pas grand-chose, ça n'a pas besoin d'être su. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Mais vous cachez votre propre lumière. Vous cachez votre propre lumière. Le manager en face ou les responsables en face qui vont vous évaluer et vous donner la promotion que vous attendez, ils vont se baser presque toujours sur ce qu'ils savent de vous. Mais ce qu'ils savent de vous, c'est ce que vous laissez transparaître. Donc, il faut être force de proposition. Il faut communiquer sur ce que vous faites, surtout sur les programmes de croissance dans lesquels vous êtes engagé. Si vous faites ça, il n'y a pas de raison en fait que vous ne vous vendiez pas comme il faut. Excellent, merci Daniel. Une autre question, c'est une question
une question de Corinne. Elle dit ceci, bonsoir, bonsoir Daniel, j'ai une question pour toi. Je suis commerçante, je vends des articles pour hommes, chemise, pantalon. Enfin, on profite de la publicité, hein, Corinne vend des pantalons. Quel conseil me donnez-vous pour booster mon activité? OK. Alors, Corinne, c'est une belle question. Les produits que tu vends viennent répondre, la question que tu dois te poser, c'est viennent répondre à quel besoin? Est-ce que le pantalon que tu vends, c'est juste un pantalon pour se couvrir? Donc, c'est juste quelque chose de basique. Tu auras une cible. Est-ce que ton pantalon que tu vends, en fait, permet, par exemple, à celui qui le porte d'être mis en valeur? Voilà, parce que ce sont des marques et tout. Est-ce que ça permet voilà, à la personne qui va utiliser de pouvoir avoir des avantages qui y sont liés? C'est tout ça, en fait, qu'il faut regarder. Et quand vous avez vos clients et que vous commencez à poser des questions, les questions sur les éléments que j'ai mentionnés, les 7 éléments, les besoins et compagnie, tout ça, vous allez identifier pour chaque type de client le message qui va avec. Je te donne un exemple simple. Moi, j'ai travaillé quelques années dans l'industrie pharmaceutique, dans la promotion pharmaceutique. Je rentre dans le bureau d'un professeur, je trouve un fauteuil en cuir, je vois tous ces diplômes qui sont accrochés, je vois qu'il est bien habillé. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on flatte son ego. Donc, tout de suite, je vais lui dire, par exemple, « Ah, professeur, j'ai vu le dernier article que vous avez sorti sur l'hypertension artérielle et franchement, c'est une véritable contribution, je vais dire, à l'avancée de la science, la prise en charge, en fait, sous nos tropiques. » Et quand je dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Il faut voir qu'il va bien s'installer dans son fauteuil. Il va faire « Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Et tout de suite, il est ouvert. Et donc, tu dis, le produit, par exemple, que je viens présenter aujourd'hui, en fait, va vous permettre d'avoir encore plus de résultats et vont vous permettre de faire des études encore plus intéressantes, patati, patata, patata. Par contre, je vais dans le bureau d'un autre médecin, dans lequel je vais trouver, par exemple, le médecin, tout est sens dessous, il a son stéthoscope ici, il coupe pour un patient là, il coupe pour un autre patient là. Ce médecin-là est dans l'utilité. Donc, c'est comment est-ce que votre produit va lui permettre de pouvoir avoir plus de résultats chez les patients qu'il traite. Et c'est ça. Donc, il faut pouvoir toujours, je veux dire, identifier les points. J'ai mentionné ça dans le truc, les points de douleur. Un monsieur, par exemple, voilà, qui a besoin de paraître beau. Je dis bien paraître parce qu'il est déjà beau, mais de paraître beau. Mais il faut lui vendre tes pantalons et tu lui dis que voilà, si tu portes ce pantalon, tu vas voir que voilà, tout le monde va se tourner pour te regarder. Chaque fois que tu seras en train de passer, tu seras tellement bien mis que 3 points de suspension. Tu dis tout ce qui va avec. Voilà. Maintenant, si tu vends des pantalons comme des jeans et tout ça, qui sont des pantalons plutôt utilitaires, et que tu vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, par exemple pour le travail, par exemple qui va utiliser son jean pour aller sur des chantiers et compagnie, et tout ça, tu lui montres l'aspect pratique. Parce que lui cherchera quelque chose de solide, quelque chose de robuste. À celui-là, tu ne viendras pas vendre du design. Donc, si tu as un script de vente basique, je veux dire, pour tout type de client et que tu ne prends pas le temps de faire cette étape de prospection et de faire le tri, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, voici quelques conseils, quelques directives que je peux te donner voilà, pour améliorer, booster ton business. Et si ça marche bien, tu offres un pantalon et une chemise à Patrice. Parce que c'est sûr que tu Merci. Une question de Marie-Josée. Comment booster mes collaborateurs dans une administration publique? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'en parlais récemment avec un proche avec qui on fait des affaires. Le problème dans le public, c'est la question de la communauté. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que le boulot, en fait, qu'elles ont un impact sur le fonctionnement général, en fait. Et aujourd'hui, j'ai eu une cliente qui travaille au Trésor avec qui j'ai eu à travailler. Et je lui demandais, mais pourquoi est-ce que tu fais le job que tu fais? Elle me dit que c'est pour l'exportation. Je lui dis, mais l'exportation, ça fait quoi? Elle dit, voilà, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Je lui dis, l'argent qui rentre dans les caisses, ça sert à quoi? Et j'ai dû la pousser comme ça jusqu'à ce qu'elle comprenne que, en fait, le Trésor public représente ce qui renfloue les caisses de l'État. Et c'est parce qu'il y a de l'argent dans les caisses de l'État qu'on peut avoir des enseignants dans le public, qu'on peut avoir en fait des policiers qu'on paye, qu'on peut avoir des magistrats dans le public. Tout le service public en fait utilise ça. Donc chaque fois qu'elle sera en train de faire une exportation, elle ne verra pas juste des lignes qu'elle est en train d'écrire, elle verra sa contribution individuelle dans la réussite collective.
Donc, moi, je pense que dans le public, c'est plutôt ce travail de prise de conscience qui doit être fait. Et ça doit être communiqué, je vais dire, encore et encore. C'est comme de la peinture. Il faut passer des couches de peinture encore et encore et encore et encore. Donc, ça, c'est pour l'aspect communication. Pour renforcer je veux dire, la communication dans l'administration publique, c'est vraiment de donner l'exemple. Tu vois, il y a une loi de leadership qui dit que les gens ne font pas ce qu'on dit, mais ils font ce qu'ils voient. Ça, c'est la loi du portrait dans les 21 lois irréfutables du leadership. C'est ce que les gens voient qu'ils font. Donc, si vous voulez inspirer, motiver vos collaborateurs, la première chose que vous devez faire, c'est de travailler sur vous-même. Donc, quand vous voulez être à l'heure, plutôt que de faire des notes de service pour dire « soyez à l'heure », commencez à venir à l'heure. Soyez constamment à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait une intégrité entre ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous rajoutez les deux, vous allez vous rendre compte, en plus du fait de répéter votre message encore et encore sur l'utilité publique, vos collaborateurs vont finir par mordre à la maison. Et voilà, tu verras que les niveaux de motivation en fait, vont monter. Et une dernière chose, juste une petite parenthèse, quand les résultats vont commencer à se faire voir, il faut féliciter et valoriser les premiers résultats qui vont être obtenus. Encourager les personnes qui vont être en train de rentrer dans le moule, qui vont être en train d'embrasser cette nouvelle philosophie que vous partagez. Vous gardez cette ligne de conduite, vous verrez que vous serez en train de progresser. Bon, j'avoue que ta question, elle tire plutôt sur du leadership et tu devrais aussi voir Patricia et payer les 20 000. Ah oui, c'est vrai. À la formation, on va répondre également à cette question au cours de la formation du 5 décembre. Alors, il y a Narcisse qui fait c'est une remarque, ce n'est pas une question, mais c'est une très belle contribution. Il dit Daniel, bonne remarque sur la mise en valeur de ces actions dans le travail. Effectivement, tu l'as dit, on ne met pas toujours en avant ce qu'on fait. Et quand on cherche quelqu'un, on ne le voit pas. Je me souviens, il y a un de mes directeurs qui me disait dans le temps, il dit, mais il voyait quelqu'un passer et puis il lui dit, mais on ne te voit pas, on ne sait pas où tu es. Parmi la personne de travail, mais on ne la voit pas. On ne voit pas de proposition passer, on ne la voit pas en réunion, on ne la voit pas du tout. Quand les gens sont en réunion, la personne ne prend pas la parole. On ne te voit pas du tout. Il faut se faire voir. Faites-vous voir et c'est tellement important. Alors, je termine avec une dernière question avant de te laisser conclure. Nous avons déjà fait 50 minutes. Coach, façon pratique, est-ce qu'il existe une façon pratique pour mieux communiquer avec les clients très, très, très fermés? Donc, il y a un client qui est très fermé. Est-ce qu'il y a une façon pratique de communiquer avec ses clients? Parce qu'il y a des clients qui ne donnent aucune occasion de détendre ses défauts, de détendre l'atmosphère. Pouvez-vous donner justement votre point de vue, comment aider un commercial qui est face à un client qui est totalement fermé, donc aider ce commercial à mieux vendre? C'est une belle question. Cette question-là revient fondamentalement à la connaissance des types de personnalités. Et en fait, si vous ne connaissez pas les types de personnalités, ça peut être aussi difficile, je veux dire, de pouvoir réussir, je veux dire, l'étape d'approche des clients. Et il y a une excellente formation sur le DISC et tout ça. Je pense que Patrice pourra en parler plus tard. Pour ceux qui vous pouvez faire des recherches dessus, DISC, DISC, dominant, influent, stable et conforme. Et c'est quoi? En fait, chaque type de personne a une façon d'être. Et quand on prend le D, par exemple, qui est le dominant, ce sont des gens qui sont très rapides, directifs. Voilà, vous posez une question, ils vous répondent tout de suite. Voilà, ça ne marche pas, ils vous confrontent en public, ça ne dérange pas. Ce sont des gens qui sont très rapides et tout ça. Ils sont, à la limite, on les appelle les rouges. La couleur, c'est le rouge. Ensuite, vous avez le I. En fait, ce sont les influents, ce sont les jaunes. C'est les gens comme nous. Ce sont les gens qui aiment se faire voir, les gens qui aiment bien s'habiller, les gens qui aiment paraître. Quand ils sont quelque part, il faut qu'on les voit. Je parie que Patrice doit être jaune. Voilà, ils sont très c'est des gens qui ont un très bon relationnel. Non, franchement, des gars qui savent bien parler. Et c'est ça. Le troisième type de personnes, ce sont les stables, les S. Les stables, en fait, sont des personnes qui sont très posées, très conciliatrices. Vous êtes avec un stable, ils aiment la routine. Hein. Chaque jour, vous passez devant son bureau, vous le saluez. Un jour, vous passez devant son bureau et vous le dépassez rapidement, vous allez à votre bureau et vous commencez à travailler. À la pause, il va attendre. Quand vous allez aller vers la machine à café, il va s'approcher pour dire « Patrice,
ça va? Tu vas dire oui. Il va dire, mais est-ce que je t'ai fait quelque chose? Tu dis non, mais pourquoi tu dis ça? Il dit non, mais comme ce matin, tu ne m'as pas salué. Oh non, en fait, j'avais une réunion, j'étais en retard. Ah, d'accord. Tu vois, ce sont des gens qui sont très conciliateurs. Si un palabre tout de suite, c'est eux qui vont venir dire non, les gars, laissez tomber et tout ça. Ça, ce sont les S. Ils ne sont pas très brouillants. Et à la fin, vous avez les C, les conformes, qui eux sont les, qu'on appelle encore les bleus. Tous, ce sont des gens qui sont dans le détail, la précision. Donc, c'est des gens qui aiment travailler seuls. Ils ne sont pas très sociaux. Ils ne se mélangent pas beaucoup. C'est des gens, voilà, question-réponse, question-réponse. À la limite, ils sont froids, un peu comme des blocs de glace. Donc, quand vous connaissez les types de personnalités, vous savez, il y a une façon en fait de communiquer. C'est toute une formation, il y a même une certification en fait, là-dessus. Moi, j'ai fait 2 certifications, une avec People Case aux États-Unis et puis une avec Assessment 24/7 en France. Et en fait, c'est ça. Quand vous connaissez les types de personnalités, il y a une façon de communiquer avec chacun. Donc, quand vous me dites les gens très, très fermés, c'est probablement des gens qui sont C. Des gens qui, voilà, ils ne parlent pas beaucoup, vous demandez, ils répondent, ils demandent, ils répondent. Donc, si c'est ce genre de personne, la façon d'aborder, c'est de venir avec beaucoup de détails et d'avoir les caractéristiques de vos produits. Il faut pouvoir être convaincant sur ce que vous présentez. Il faut être clair dessus. Il n'y a pas de, faut pas aller plus que ce qu'il nous faut. Donner des données, présenter des données validées, des données qui sont certifiées. Parce que lui va aller chercher. Si vous lui dites quelque chose, il va aller vérifier. Donc, avec ce genre de personnes, ne vous attendez surtout pas à avoir de la chaleur humaine. Non, non et non. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, avec ces gens, oui, on peut vendre, mais il faut avoir la bonne approche, la bonne attitude. Voilà, donc c'est vraiment ce que je pouvais dire. Creuse plutôt sur la connaissance des types de personnalités et voilà, tu auras beaucoup de réponses, je veux dire, dans ce sens-là. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. On a beaucoup entendu. Tu as dit des choses extraordinaires. Tu as terminé avec la méthode DISC. Alors, on a parlé aujourd'hui de communication et de vente. Quelle est la synthèse que tu fais? Quels sont les différents points? Je vais te demander dans cette synthèse de rappeler les différents points que tu as eu le temps de développer parce que ça fait partie également des questions qui ont été posées. OK. Merci beaucoup, Patrice. Une chose que je veux que vous puissiez retenir à tous ceux qui sont sur cet appel, c'est que nous sommes tous des vendeurs. Et notre réussite dans la vie va dépendre fortement de notre capacité à vendre correctement et dans tous les domaines. Et je vous ai donné la preuve avec tous les cas que j'ai utilisés. Dès qu'on se lève du matin jusqu'au soir, on ne fait que vendre en fait. On ne fait que vendre, on ne fait que vendre, on ne fait que vendre. Et vendre passe, je vais dire, fondamentalement par la communication. Parce que c'est le moyen qui existe pour échanger, je vais dire, les uns avec les autres. Donc, quand on parle de vente, il ne faut pas seulement se dire, oh, ça c'est pour les commerciaux, ça c'est pour les ceci, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Vous devez travailler votre communication. Parce que si vous travaillez votre communication, vous améliorez vos capacités de vente. Et si vous améliorez vos capacités de vente, vous pouvez obtenir, et je fais très attention à ce que je dis, vous pouvez obtenir tout dans la vie. Moi, je dis, les commerciaux, ceux qui sont dans les métiers de vente sont ceux qui définissent leur propre salaire. Si moi, je suis dans un métier de vente et qu'on me dit que j'ai une commission de 10% sur ce que je vends, si je veux 1 million de salaire, je sais la quantité d'articles que j'ai à vendre pour pouvoir atteindre ça. Ça, c'est de la liberté. C'est ça la puissance de la vente. Et cela n'arrive que par la maîtrise de la communication. On a vu un cas simple, c'était la prospection. La prospection nous permet de faire 2 choses. Déjà, d'éviter de vendre quoi que ce soit à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et deuxième chose, de faire le tri entre les différentes catégories de vendeurs. Tout ceci passe par une batterie de questions que vous mettez en place et cela passe par la mise en évidence de certains points qui vont ressortir comme le besoin et beaucoup d'autres choses que nous avons vues. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à partager, ce moment avec Patrice. Et voilà, j'espère que, à mon humble niveau, j'ai pu apporter juste un peu d'éclairage. Je sais qu'on n'a pas eu le temps pour aller au fond de toutes ces choses-là. Il faut toute une vie pour étudier ça. Et je continue d'étudier moi-même la question. Mais j'espère quand même avoir contribué à mon niveau, à apporter quelque chose en plus. Et si j'ai réussi, vraiment, je serai l'homme le plus heureux ce soir. Merci, Patrice, pour l'opportunité que tu me donnes d'être là et de rencontrer ce charmant public. Voilà, sur ce, je veux te dire merci.
Merci Daniel, merci beaucoup, merci à tous. On va écrire le Yaka Yaka Boom dans le commentaire, dans la discussion, Yaka Yaka Boom dans la discussion. Je vais vous lire, je vais vous lire, je vais vous lire, je vais vous lire dans la discussion. Merci Narcisse, merci Marc-José. Qui d'autre? Merci, merci Pierre, merci Mamadou, merci Jean-Michel, merci, ça va vite, hein? Ça va vite. Merci Corinne, merci Tchawa, merci, oui, merci Nadège, merci Yves, merci Yves. Merci Yves, merci beaucoup. Alors, n'oublions pas notre formation, hein, la formation du 5 décembre sur le leadership. Vous allez apprendre à développer votre leadership pour produire des résultats exceptionnels. On parlera de comment identifier son style de leadership dominant, bien sûr, parce qu'on verra que le style de leadership doit s'adapter en fonction de cet nombre de choses qu'on va voir ensemble. Quels sont les styles de leadership qui existent? Comment réussir à motiver vos collaborateurs? Comment être un meilleur leader et être plus efficace en équipe? Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de communication et vente. Donc, le thème de ce soir, c'était comment mieux communiquer pour mieux vendre. On était avec Daniel Kwaku, docteur en pharmacie de formation. Daniel Kwaku a été formé ensuite pour sa passion du leadership, de la formation. Il a rejoint la prestigieuse équipe de John Maxwell, le monde francophone. Il a été le plus jeune Africain, membre de la faculté John Maxwell, team pour la francophonie mondiale. J'étais très heureux d'avoir été avec vous, très heureux d'avoir été avec Daniel Kwaku, que je connais depuis quelques temps, quelqu'un de très sympa, de très dynamique. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour le monde. Merci pour cet amour, cette passion. Vous pouvez joindre Daniel Kwaku sur les réseaux sociaux. Si Daniel Kwaku veut laisser son email, il peut le mettre dans la discussion pour permettre à ceux qui veulent te contacter de te contacter. Tu es un ami très proche. J'apprécie ce que tu fais. Merci beaucoup pour ce que tu es. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. Si vous l'avez suivi en direct, vous avez eu le temps de poser des questions. Mais si vous n'avez pas pu suivre en direct, revoyez les vidéos. Vous avez la possibilité également de nous contacter. Vous avez nos contacts. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Pour ceux qui suivent la formation orateur professionnel, si vous suivez donc cette formation, je vous rappelle que demain, vendredi, nous avons une autre séance puisque nous faisons la formation tous les mardis et vendredis entre 20h et 21h pendant un mois. Nous avons eu le temps de parler des peurs, de la prise de parole en public, comment affronter cette peur. Nous avons eu l'honneur de recevoir Christelle Meledge sur notre plateforme. Et demain, vendredi, les amis, la bonne nouvelle, c'est que nous recevrons M. Yves de Mbela, animateur télé et radio. Il sera avec nous demain. C'est lui qui intervient demain. Il parlera de la préparation, comment réussir à se préparer quand on est sur le point d'affronter le public, de parler en public, d'animer une émission, de prendre la parole en cours de réunion. Bref, on parlera de préparation. Donc, soyez là tôt. Nous commençons à 20h00 pour finir à 21h comme aujourd'hui. Si vous n'avez pas pu participer à ce programme, vous pouvez vous inscrire pour les jours qui restent. On fera une offre spéciale. Si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous. Logiquement, nous avons un programme au cours du mois de février, ou alors vous pourrez revoir toutes les vidéos enregistrées pour cette formation. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui sont avec nous, ou alors jeudi prochain pour ceux qui sont fidèles au jeudi du déclic. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir tout le monde.